La réponse avec Abdoulaye Diallo qui nous fait l'amitié sur ce plateau. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Amika, bonjour à Téli et à l'ensemble des téléspectateurs. Très belle chemise, hein? Merci. Alors Ousmane Telibari, ça va? Bonjour Amika, bonjour aux millions de téléspectateurs de la télévision nationale. Bonjour Abdoulaye Diallo, le spécialiste football de la maison. Jour J moins combien? Toi tu es pressé parce que les Baris sont tellement pressés pour fêter là. Oui. Il est en train de compter les jours là. Oui, jour J moins 2, hein? Déjà? Ok, moins 3. Moins 4 plutôt. Parce que la fête c'est entre peut-être samedi, dimanche et lundi. Oui. Les Baris là, ils n'osent pas. Ils n'osent pas gêner donc... Non, nous sommes habitués, même nous on peut même taper même 2 mois. On va accompagner Ramadan. D'accord, accompagner, ça fait plaisir. J'espère que vous avez la pêche comme nous sur ce plateau parce que le sourire, on dit qu'il est vital. Donc nous vous en procurons à gogo sur ce plateau, une façon bien sûr de vous tenir en haleine quand le soleil est au zénith. 2 sujets, je disais. Le premier sujet, la récurrence du viol ces derniers temps. Voilà, vous remarquez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos qui circulent quant au vol, peut-être dans les marchés, dans les boutiques, même dans les concessions. Les voleurs sont déchaînés, comme on le dit. Voilà, donc moi je me pose la question sur ce plateau. Est-ce la pauvreté ou autre chose? Voilà, donc vous aurez l'opportunité d'écouter les différents avis sur ce plateau. Et le deuxième sujet, nous nous intéressons également à la pléthore du nombre de mendiants dans les recoins de Conakry. C'est devenu fatigant, voilà, donc parce que si vous vous asseyez à un endroit, rien que pour 10 minutes, vous pouvez compter plus de 20 mendiants en 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et la plupart des personnes qui se prêtent à cette pratique sont bien portants, ne sont pas porteurs d'handicap, pardon, et en tout cas n'ont pas de conditions physiques compliquées pour se permettre de pratiquer la mendicité. Voilà, je ne sais pas si c'est un cri de cœur, si c'est un coup de gueule. En tout cas, j'en parle, on en parle sur ce plateau. Les avis, vous avez aussi l'opportunité, chers téléspectateurs, de nous faire parvenir vos avis sur le 623 45 61 71 et les messages les plus sensés seront relayés au fur et à mesure dans cette émission. Le troisième sujet qui devient le premier, Abdoulaye Diallo, on parle des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, groupe G, c'est ça. Ouais. Et le Sidi national était malmené hier par l'Ouganda. Et comme on le dit, l'Ouganda brise les espoirs du Sidi national. Oui, tout à fait. C'est en tout cas une autre amertume, un autre pincement au cœur que nous débattons ce matin. Et après, c'est la mésaventure tout simplement du Sili, c'est l'évolution en dents de scie de notre équipe nationale. Et après, il y a plusieurs autres aspects qui orchestrent ou encore qui sont la résultante, si vous voulez, de ces résultats, de ces contre-performances, résultats négatifs de notre équipe nationale. Et la Guinée ne mérite pas du tout un tel scénario, puisque là, on va beau dire c'est un pays de sport, c'est un pays de foot, cela seulement ne suffit pas. Mais si on fait un petit recul ou on regarde dans le rétroviseur par le passé, et la Guinée a été honorée quand même dans ce sport-là. Qu'à parler seulement de AFIA 77, on ne va pas s'enlacer d'en parler, puisque c'est la seule équipe qui jusque-là retient notre attention. Plusieurs générations se succèdent. On parle toujours voilà, de mais 77. on a du mal à faire oublier cette génération de AFIA 77. C'est 5 finales pour 3 titres glanés sur le continent. Voilà, triple champion d'Afrique, ça ne vient pas souvent. C'est 72, 75 et 77. Et donc, les générations se succèdent parlant de l'équipe nationale, mais c'est l'éternel recommencement. C'est un fiasco total, c'est un statu quo qui ne dit pas son nom. J'étais en train de dire qu'il y a plusieurs aspects qui, en tout cas, sont la résultante, n'est-ce pas, de cette contre-performance, puisque si on parle un peu des infrastructures, ça manque énormément. C'est toute une problématique. Et après, si on parle de la formation à la base,
de ces jeunes footballeurs. Seulement, c'est pas que le talent. Et aujourd'hui, le football est devenu toute une industrie. Le football, c'est même une science. Et là, pour profiter de ce sport-là, c'est pas que se faire plaisir. Il y a derrière toute une économie que ce sport-là, qui est le curon, engendre dans les différentes nations. Et après, vous avez l'implication des joueurs, vous avez le patriotisme, vous avez la fibre patriotique qui manque quelque part au niveau de ces joueurs-là. Et après, vous vous posez la question même sur l'administration qui gère ce football. Il y a assez de manquements, il y a assez de questionnements autour de ce sport-là. Alors qu'aujourd'hui, d'autres nations se sont levées très tôt et ne sont pas dit oui, seulement c'est le talent qu'il faut voir. Non, ils se sont mis à la tâche, au travail et ils ont commencé par la base, c'est-à-dire les fondamentaux, en mettant en place des académies de foot, des écoles de football et puis en renforçant les capacités, n'est-ce pas, des acteurs qui interviennent dans ce domaine-là. Et après, ils se sont dotés des infrastructures dignes de nom pour permettre à ces talents de s'exercer, de s'épanouir. Et puisque là, l'évolution, l'époque de 77 et maintenant 2024-2025, c'est pas la même chose. Il y a tout un écart abyssal entre les époques. Et donc, pour profiter pleinement de ce sport-là et redorer l'image de marque du pays, il faut forcément passer par ces étapes-là. Il faut forcément passer par, en tout cas, tout ce qui concourt au bon résultat. Et il ne faut pas brûler les étapes. Il ne faut pas se mettre en tête que oui, nous sommes les meilleurs, on est talentueux, c'est un pays de foot, que oui, vous allez remporter la Coupe du Monde ou la CAN. Non, ça ne suffit pas. Il faut se mettre au boulot et ceux qui se sont levés très tôt sont en train vraiment de profiter de ces résultats-là et procurent de la joie à leurs supporters, à leur peuple, tout simplement. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Ousmane Telli, tu as des questions? Oui, beaucoup de questions. Oui, vas-y. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, et mes téléspectateurs, nous parlons là, bien sûr, des éliminatoires de la Coupe du Monde G. Voilà, vous avez vu le match d'hier et tout. Abdoulaye essaie bien sûr de nous parler du problème depuis la racine et tout. Il y a beaucoup de questions à se poser et il y a beaucoup d'approches de solutions et tout. Si vous êtes en train de nous suivre, merci donc de l'attention accordée à ce numéro de Zénith sur que le malheur. Ousmane Telli, ta question? Oui, ma question c'est d'abord de faire une petite analyse avant de poser ma question, si tu le permets. Oui, parce que, nous sommes en foot. Voilà, nous sommes en foot. Voilà, parce que quand on est en foot, souvent j'entends les spécialistes dire que le 12e joueur, c'est le supporter. Et nous sommes des supporters ou nous sommes des fans quand même du Sili national. Mais ce qui fait mal, surtout en ce mois béni de Ramadan, c'est que tu es en jeune, il est 16h, tu suis un match de football du Sili national et on bat ton équipe. Ouais, un peu. Hier, je n'arrivais pas à me retrouver. Dès la première mi-temps, moi, j'ai rendu le tablier et j'ai quitté. Toi-même, tu as la patience de suivre ce match. Moi, je ne suis plus le match. C'est vrai, je dis sincèrement. Non, je comme ne suis plus il a les parlé tout à l'heure de patriotisme, la fibre patriotique, et quand Sili joue, on ne fait plus la différence entre les couleurs, entre les ethnies, entre les régions. C'est que c'est tout le monde qui est dedans. C'est ce qui nous anime. En fait, mais si... excusez-moi, je pense que c'est ma façon d'exprimer mon patriotisme, pas suivre, parce que j'ai des palpitations quand je suis, donc je préfère ne plus être en retrait et qu'on me fasse le compte rendu. Dans d'autres situations inconfortables. Oui, parce qu'il y a des problèmes. Quand on prend par exemple la CAN 2025 qui doit se jouer au Maroc, on était censé organiser cette CAN. Mais aujourd'hui, on ne va même pas participer parce qu'on a été éliminé. Maintenant, la Coupe du Monde encore 2026 qui doit se jouer aux États-Unis, on disait, bon, dans notre poule, on a l'Éthiopie quand même malmenée par toutes les autres équipes qu'on se croyait à la portée du Sili national. La Somalie. La Somalie, pardon, voilà, qui était à la portée quand même du Sili national. Mais on est venu là aussi, 0 but partout. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le problème, franchement, est structurel. Il faut voir les choses en face pour le dire. Le problème, ça commence au niveau de la fédération, c'est mon point de vue. La fédération doit faire assez d'efforts pour régler certains problèmes, pour pouvoir ici amener notre Sili là où on veut et qu'il soit. Maintenant, au niveau des joueurs aussi, il y a un manque total quand même d'engagement. Je ne sais pas si peut-être c'est parce qu'on joue
nos matchs dans un autre pays qui n'est pas le nôtre, mais quand même c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est le même climat, c'est le même, on est dans la même région. Même aujourd'hui, on a des problèmes d'infrastructure, on n'a pas de stade homologué, on n'a pas ça et là. Mais quand on descend sur un terrain de football, on doit prouver quand même qu'on est professionnel, qu'on est joueur, qu'on est talentueux, qu'on aime ces pays, qu'on aime voir ces drapeaux aussi être ici au sommet du football mondial. Parce que parmi ces joueurs, il n'y a pas de joueurs qui évoluent actuellement quand même en Guinée ici. Ils évoluent tous en Europe ou quand même dans d'autres championnats qui n'est pas le championnat guinéen, qui n'est pas le championnat aussi qui joue en Afrique de l'Ouest ici. Donc dire que parce qu'on a déplacé le match, on est parti en Côte d'Ivoire, peut-être il n'y avait pas nos supporters. Et même s'il n'y a pas de supporters dans le stade, mais ils doivent savoir que nous, on est là en Guinée. Et puis on supporte le Sili, on allume nos écrans et puis on est dans la ferveur aussi, on les accompagne. Donc aujourd'hui, je crois que il y a ce problème ici, ce problème ici de formation qu'Ablaye a évoqué tout à l'heure, parce que le football, il l'a dit, c'est devenu aujourd'hui une science. Il faut la base. Et quand on n'a pas de base, c'est très difficile pour nous de dévoler. C'est là où il faut interpeller ici aujourd'hui les autorités aussi qui gèrent notre football, notamment le ministère quand même des sports et de la jeunesse. Ils doivent se lever, prendre leur bâton de pèlerin. S'il faut aujourd'hui refaire tout pour partir sur de nouvelles bases, moi je crois que je suis partant. S'il faut dissoudre la fédération aujourd'hui pour mettre une nouvelle fédération, oui, parce qu'on ne peut pas continuer quand même à encaisser. Ça devient un coup de gueule là. Non, on ne peut pas continuer à encaisser des défaites. Amika, la Somalie quand même. Non, mais quand même, Sili national. C'est pas Sili national. Tu oublies que ça reste quand même le football. Non, même si ça reste le football. Il est imprévisible. Hein? Il y a de mauvaises surprises. Le football, mais quand même, sur le terrain, la Somalie même ne faisait que défendre. Je ne suis pas spécialiste, mais moi-même, je voyais ça. La Somalie ne faisait que défendre. Mieux vaut défendre qu'encaisser, là. On a aussi, ce que tu dois comprendre, on a aussi au sein de l'équipe nationale, l'un des meilleurs attaquants en Europe, c'est Guirassy. Il suffit juste de mettre quand même des bons plans ou peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut mettre, mais pour lui donner le ballon devant les buts et puis il va mettre dedans. Qu'est-ce qui manque à ça? Et aujourd'hui encore au niveau des gardiens aussi hier, mais quand même. Ouais, donc il y a tellement de problèmes aujourd'hui qu'il faut voir au fond. C'est ce que j'ai dit. Si le problème c'est la fédération, il faut dissoudre la fédération. Carrément. Si c'est possible même qu'on dit à la FIFA ou à la CAF d'abord, nous on va se retirer de ces compétitions pour pouvoir très bien d'abord se réorganiser, réorganiser notre football au niveau local, avoir nos stades, avoir des structures, avoir ici tout ce qu'il faut pour bien gérer notre football. On revient dans 2 ans. Et puis on continue la compétition. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, à dégringoler du jour au lendemain. Pendant ces temps, il y a toute une économie quand même qui accompagne l'équipe nationale. Ils ne vont pas comme ça. C'est l'argent, c'est le contribuable guinéen quand même qui finance l'équipe nationale. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre le problème au sérieux. Si l'implication de toutes les autorités, que ce soit le ministère maintenant des Sports et l'ensemble du gouvernement, est possible, il faut intervenir. Parce que le football, c'est un facteur qui nous ressemble et qui nous rassemble aussi. Si aujourd'hui, il n'y a plus de matchs, on va suivre la CAN, on va plus suivre la CAN, si on ne va plus suivre encore la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, ça devient assez compliqué. D'accord. Merci. Analyse, proposition, suggestion en même temps. Oui. Alors, Abdoulaye, tu parlais de sérieux problèmes parce que tu as un peu fait un récapitulatif parlant des gloires de AFIA 77 jusqu'à présent. Ce moment-là, les nostalgiques, en fait, les personnes qui ont vécu ce moment sont nostalgiques de cette époque-là. Mais maintenant, puisque nous parlons de 2025, là, bientôt 2026, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il y a une question de responsabilité là. Il parlait tantôt du ministère de tutelle, c'est-à-dire le ministère des Sports et de la Jeunesse. Il y a également la FEGIFOOT. Il y a également les joueurs eux-mêmes, parce qu'il y a une question de responsabilité, de volonté là. Parce que même quand tu mets tout, si la fibre patriotique ne nous anime pas de la même manière, les joueurs, ce sont eux qui sont sur le terrain. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour que nous ayons le résultat tant attendu, tant souhaité? Les conditions, d'abord... il y a assez de problématiques autour de cette sélection. J'étais en train de dire qu'il y a d'abord l'aspect infrastructurel, pardon. Et si tu poses la question à une frange des supporters, d'aucuns diront que oui, parce que la Guinée ne joue pas à domicile. Ça fait pratiquement 3 ans
au plus même qu'on ne joue pas à domicile, et ça a une conséquence assez fâcheuse pour cette équipe nationale. Et d'autres diront non, c'est parce que on a des joueurs moins impliqués, on a des joueurs sous-cotés, on a des joueurs de moindre acabit qui ne jouent pas les premiers rôles dans leur club respectif et qui sont dans certains championnats assez moins. Oui. Et d'autres diront que parce qu'on n'a pas un staff technique assez conséquent. Et au-delà, il y a un groupe qui va vous dire non parce que l'administration, ça ne va pas. Et vous voyez donc à plusieurs niveaux, les responsabilités sont partagées. Et aujourd'hui, pour ce qui revient à l'État, c'est de doter le pays d'infrastructures sportives. Cela permettra, n'est-ce pas, à la jeunesse de s'épanouir. C'est pas ceux qui sont aux affaires présentement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Puisque depuis 2014, pour exemple, la Guinée était candidate pour l'organisation de la CAN. Et on a candidaté, on nous a donné l'organisation de 2019. Là, on n'a pas candidaté, vu les relations à l'époque entre la Guinée et les dirigeants de la CAF à l'époque, feu Issa Hayatou, pour être cité, qui était président en tout cas de cette instance dirigeante du football africain. Il y avait également un de nos compatriotes, Alma Mikabele, qui était en tout cas l'un des vice-présidents de cette confédération africaine de football. Et partant de ces relations-là, et finalement, la Guinée a eu, n'est-ce pas, cette opportunité d'organiser. On nous a donné l'organisation de 2019. Mais vu le cahier des charges qui a changé désormais de contenu, vu le glissement des calendriers, puisque Covid-19 est passé par là, et ce glissement de calendrier ne nous a pas favorisé cela, mais bien avant, on est resté des années durant près de 10 ans sans mettre la moindre brique sur un site, dire que oui, on est là, c'est pour construire un stade. Vous voyez? Et après, il y a eu assez de missions de la CAF ces missions-là se sont succédées en Guinée, se sont relayées dans ce pays-là pour des visites et autres. Mais après, rien n'était fait sur le terrain. Il y avait des sites répertoriés, mais c'était vide de contenu. Il n'y avait rien comme infrastructure. Et aujourd'hui, après, on nous a retiré tout simplement l'organisation. Et après, on nous a fait savoir que Cannes ou pas Cannes, on va doter le pays d'infrastructures. Et ce qui tarde toujours. Et aujourd'hui, cela nous amène à jouer tous nos matchs à l'extérieur. Avant, c'était au Maroc. Et maintenant, on vient tout près en Côte d'Ivoire. Et cela n'est pas sans conséquence sur le plan financier. Puisque imaginez un peu toute cette logistique et les vols affrétés. Ça vient de l'État. Quand même, c'est l'État qui entretient, n'est-ce pas, cette délégation, quel que soit le nombre, le coût des membres de la délégation, c'est assez coûteux. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause, le temps d'aller avec nos obligations commerciales. Et juste derrière, on se retrouve sur ce plateau pour la suite de cette émission. Merveilles de Guinée. Sous le haut patronage de Madame Aya Diawara, journaliste conseillère chargée de mission au ministère du Plan et de la Coopération internationale, l'agence Dessira Contact, en collaboration avec la section culturelle de la RTG et l'UJACNI, organise la Nuit des Merveilles de Guinée, vendredi 4 avril 2025 à 18h à l'hôtel Mariador Palace. Cet événement est une festivité qui vise à valoriser et à viabiliser les activités territoriales du pays. Pour cette première, la commune de Ratoma est à l'honneur. Au programme, présentation des créations des marques Firsi de Madame Fatou Baldé Yansouane et Afrique Mania de Kadebari. Artistes invités, Sayon Kamara Taramahe, Kefin Doussou, Mamadou Lelouma, Zebal, Traoré, les percussions de Kouroussa et le groupe Pagbosé. Président d'honneur, M. Ahmed Sekou Traoré, président de la délégation spéciale de la commune de Ratoma. La commune à l'honneur. Présidente d'honneur, Djenedine Kouyaté, PDG Studio Moridieli et Dios Prod. Parrain, M. Badra Kone, président de la délégation spéciale
commercial de la commune de Matam. Marraine, Fatoumata Conté, entrepreneuse, chargée du protocole et de la communication, Albayrak. Invité prestige, Madame Fifi Valdez Camara, Fatcam Élégance Couture. Madame Lopou Mané, entrepreneuse. Madame Fatou Bonnata Djeng, PDG de Marquise Glam House. Fatoumata Kourouma, journaliste à la DCI. Monsieur Bangoura Alseni Sekou, président de la Fédération des jeunes leaders de Guinée, FEJLEG. Les présidents des ONG Festiart Ndimba, FADEC de Kouroussa. Propice organisatrice du festival de Badiar et Lajirado. Vendredi 4 avril 2025, venez vivre une nuit de rêve avec Jessira Contact, la section culturelle de la RTG et l'UJAGI. Jessira Contact, créer de la valeur ensemble. De retour sur ce plateau, aimable téléspectateurs, Ousmane Guessira Condé avec Guessira Contact vous donne donc rendez-vous le 4 avril 2025 du côté de Magador Palace pour la première édition de la Nuit des Merveilles. Prenez vos tickets, alors soyez présents, c'est quand même Guessira qui vous invite. Ça sera du lourd, une façon bien sûr de célébrer autrement la femme guinéenne. Oui. Alors, retournons à nos moutons ou à nos moutons. À nos moutons. Alors, Abdoulaye, voilà, j'étais en train de parler d'un autre pan de ces contre-performances, puisque les avis sont partagés. Oui. On n'est pas forcément d'accord sur toute la ligne. Et chacun de nous a sa version des faits, même si ces faits-là sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Et maintenant, pour ce qui est réel, visible sur le terrain, c'est qu'on n'a pas d'infrastructure adéquate nous permettant vraiment de recevoir des matchs à domicile. Puisqu'aujourd'hui, la CAF a des exigences, la FIFA a autant. C'est-à-dire, les stades qu'on a ne sont pas approuvés. Et voilà, les mots même ont changé de ce côté. Au lieu qu'on ne parle maintenant d'homologuer, on parle d'approbation. Ça, c'est dans votre jargon. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Voilà, les stades approuvés, c'est que ce sont des stades qui répondent aux normes édictées par les instances de football, que ce soit la CAF ou encore la FIFA. Et parlant de nos stades, par exemple, le stade du 28 septembre est en chantier aujourd'hui, parce que c'est un stade qui était à 25 000 places, qu'on a réduit désormais à 18 000. Et voilà, mais il y a plusieurs autres aspects qui rentrent en ligne de compte pour que ce stade-là soit approuvé par la CAF. Où on parlera des vestiaires, on parlera de la salle de conférence, on parlera de l'éclairage, on parlera du tableau d'affichage et on parlera du parking, les vestiaires et tout, la pelouse. Aujourd'hui, avec les travaux qui avancent de ce côté, la pelouse quand même, rien à dire. C'est une pelouse vraiment de dernière génération. Et après, vous avez d'autres activités qui sont en train d'être effectuées de ce côté pour rendre ce stade-là vraiment opérationnel, vu en tout cas tout ce qui se passe aujourd'hui autour de l'équipe nationale. Il y a également le stade Général Lansana Conté de Nongo, qui est un don de nos... grâce à cette amitié, cette fraternité, cette collaboration depuis un bon moment, depuis le premier régime entre la Guinée et la Chine. La Chine nous a construit ce stade-là de façon gratuite. Et il restait quand même une partie qui revenait à la Guinée d'achever, mais qui tarde encore jusque-là. Depuis 2011, les Chinois nous ont rendu les clés de ce stade-là. Mais après, il fut un moment... On avait commencé à jouer certains matchs du Sili. Le dernier en date, c'était en 2021, avec les éliminatoires de la CAN qui s'est joué en Côte d'Ivoire, et surtout ce match contre le Malawi. Et des clubs jouaient là, les clubs guinéens recevaient certains matchs des coupes interclubs de la CAF. Mais après, les cahiers des charges ont changé tout simplement de contenu. Et donc, il y a des travaux additifs qu'il fallait faire qui, jusque-là, pas en tout cas d'ici. Il y a eu des sociétés contractantes qui étaient là sur le terrain pour finaliser les travaux. Jusqu'à un certain moment, il y a eu blocus, on ne comprenait rien. Et après, les travaux patinent toujours. Ces travaux ont du mal à évoluer comme on le souhaite. Et aujourd'hui, on nous fait savoir quand même qu'avant peut-être septembre, puisque les éliminatoires désormais
Les 7e et 8e journées, c'est à partir du mois de septembre prochain. Peut-être d'ici là, le stade du 28 septembre sera achevé, on le souhaite. C'est un souhait vraiment de tout bon Guinéen. Et même les joueurs, aujourd'hui, certains ont fait des sorties, ils préféreraient jouer aujourd'hui à Conakry. Mais après, ce n'est pas une excuse en tant que telle, puisque c'est des professionnels. Et si vous interrogez d'autres, ils diront que non, parce qu'il y a assez de manquements au niveau de la fédération. L'administration, ce n'est pas que le ballon qui roule sur le rectangle vert. Il y a toute une administration qui est autour, n'est-ce pas, de ce sport-là. Et c'est valable pour tous les sports d'ailleurs. Mais surtout le cas de football, il n'y a plus de hasard. Il faut être vraiment conséquent envers soi-même, être responsable et surtout avoir de la rigueur dans nos façons de faire. La rigueur surtout et le travail. Le travail. Toujours, on parlera toujours de ce travail-là, puisque c'est le travail qui paye. Si on travaille bien, on aura toujours les résultats de ce travail, les fruits de ce travail. Et après, il y a la formation qu'il ne faut pas occulter. La formation de nos entraîneurs et le renforcement de notre championnat national, le championnat local. Si vous prenez le Sili qui a joué ces 2 journées-là, vous n'avez qu'un seul local, qui est le gardien de but Mouri Keita du Hafia. Le seul qui est venu du championnat guinéen. Mais après, les autres là, qu'est-ce qu'on en fait d'eux? Qu'est-ce qui est fait pour renforcer ce championnat sur le plan local? Pour permettre à ces joueurs-là de se mesurer à ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire ceux qui jouent en Europe. Vous avez vu l'équipe d'hier de l'Ouganda. Vous avez des locaux qui étaient là dans le 11 de départ, mais qui ont cravaché dur, qui ont tenu tête à ceux-là qui sont en Europe. Il suffit d'être beaucoup plus impliqué et avoir vraiment cette hargne de vaincre, avoir la volonté, et être vraiment citoyen tout simplement, parce que cette autre partie-là, c'est avoir la citoyenneté, c'est avoir le patriotisme, si vous voulez, puisqu'il faudrait qu'on retourne l'ascenseur à ces Guinéens-là, puisque l'État ferme des portes pour faire face au Sili. C'est vrai. Pas moins d'1 milliard, un voyage du Sili, un match du Sili. C'est des milliards qui tombent. Donc, mais après, l'État ferme les yeux, mais les moyens, si c'est le dossier du Sili A, je précise bien, ça ne retarde pas dans le circuit. C'est automatiquement donné. Puisque après, c'est quand même une partie de notre souveraineté. C'est un symbole, le Sili national, qui nous réunit et unifie autour d'un idéal. La logique voudrait que ces joueurs-là aient vraiment cet esprit patriotique, dire que oui, il y a d'autres Guinéens, des millions de Guinéens qui sont derrière, d'autres sont dans la précarité, sont malades, mais après, nous sommes bien entretenus, bien logés, et c'est un vol spécial qui est affrété pour nous. Et là, franchement, on doit vraiment se donner à fond pour apporter de la joie à ce public-là. C'est vrai que tout ce qu'il vient de dire, c'est vrai. Pensons, à un moment donné, il faudrait penser à jouer patriote au lieu de jouer argent. Voilà, c'est important parce que c'est ça un peu, Abdoulaye, dans presque toutes les organisations. Si la rigueur manque un peu et que chacun ne joue pas son rôle pleinement, il y aura toujours du laisser-aller, du toy-boy total. Justement. L'environnement n'est pas assaini, mais vous n'aurez pas de bons résultats. Vous allez faire venir même le meilleur entraîneur du monde, mais vous n'aurez pas le résultat escompté. À la case de vous n'aurez pas le résultat escompté, c'est-à-dire vous brisez les étapes, rien n'est respecté à la base, mais c'est voué à l'échec tout simplement. Voué à l'échec. Abdoulaye Gallo, oui, concernant le problème d'entraîneur là même, parce que souvent il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit ici sur Kaba Diawara, moi en première personne sur ce plateau. Maintenant, est-ce que le problème c'est pas aussi au niveau des entraîneurs? C'est-à-dire parce qu'on a Kaba Diawara était là, ça ne fonctionnait pas. Après pas qu'il est venu, ça ne fonctionnait pas. Vous savez, le problème d'entraîneur, là aussi, pour avoir des résultats, pour aller loin dans les compétitions, il faut avoir des entraîneurs de poigne, des entraîneurs charismatiques, des entraîneurs qui ont un background assez conséquent. Et le cas je ne suis pas là pour dire que c'est elle qui est fautive, c'est elle qui est responsable, non. C'est selon la logique des choses. Vous prenez aujourd'hui les pays qui ont remporté, sans serait-ce que la CAN une seule fois,
Vous avez vu l'évolution des équipes. Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours des signes avant-coureurs. S'ils viennent, ces pays-là, ou encore les équipes viennent, tantôt c'est de venir jusqu'en demi-finale. Après l'édition qui va suivre, ils jouent une finale. S'ils perdent, ils retournent à la maison, ils tirent les véritables leçons, ils rebondissent. C'est le cas du Sénégal, par exemple. Oui. Le cas du Sénégal. Le Sénégal, c'est longtemps buté, s'est cassé les dents tout au long des éditions. En 2019, par exemple, ils sont venus perdre en finale contre le pays hôte, contre l'Algérie, pardon, parce que la CAN 2019 s'est jouée en Égypte. Contre l'Algérie, 1-0. Et après, ils sont revenus. L'édition qui a suivi, ils sont venus remporter. Ils sont partis jusqu'en finale. Et l'entraîneur qui était là, Aliou Cissé, a passé presque un bon moment, plus de 5 ans, avec la sélection. Et il a commencé d'abord avec les catégories inférieures, c'est-à-dire les U23 et autres. Et après, il est monté chez les A. Au fur et à mesure, on n'a pas brûlé les étapes, on lui a donné le temps qu'il faut, on a mis les moyens à sa disposition et on lui a responsabilisé. Voilà, justement, on lui a laissé la main libre. Parce que quand il y a trop d'ingérence aussi, on lui a laissé la main libre. Il y a tout ça. Tous ces détails-là comptent pour amener une sélection à des résultats positifs. Mais si ce n'est pas le cas, surtout le cas guinéen, il y a assez de tintamarre, de tohu-bohu, de la pagaille, il faut le dire, ça rime avec cela. Et vous allez voir les résultats que vous en aurez. Et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Parce que les autres viendront très bien organisés. Et le cas de figure, le match contre la Somalie, l'une des dernières équipes africaines, 202e mondial classement FIFA, qui vous tient tête, vous dominez le match de la tête aux pieds, vous obtenez 14 corners sans pouvoir autant mettre au moins un dedans. Vous dominez tout au long du match et l'équipe en face résiste, et l'équipe la plus faible du groupe qui a distribué les points aux autres. Groupe G, hein? Le groupe G, la Somalie n'avait engendré la moindre victoire, à plus forte raison un petit point, mais qui tient tête à la Guinée. Un contenu vide, un match insipide. Est-ce que c'est pas parce que le Sili national avait sous-estimé peut-être cette équipe? Il y a ça aussi, puisque le sport qui est le football, c'est un sport assez imprévisible. Dans un match de foot, il faut respecter l'adversaire, même s'il ne faut pas trop le respecter, mais il faut le respecter quand même. Pourquoi? Parce que, quoi qu'il en soit, sur papier, tu peux être favori, mais les réalités du terrain peuvent montrer autre chose. Et là, si tu ne respectes pas ton adversaire, c'est-à-dire, ce mot-là, c'est quoi? C'est-à-dire, si tu as ton temps de jeu, tu as vraiment le temps qu'il faut, tu as le pied sur le ballon, tu as des occasions, il faut les concrétiser. Il faut les concrétiser, il faut jouer juste et profiter de tes temps forts-là et chercher à les valider. Puisque quoi qu'il en soit, l'adversaire aussi aura son petit temps. Oui, c'est ça. Son petit temps de jeu. Et si tu n'arrives pas à concrétiser, si lui, il a l'occasion de faire du mal, il va le faire et puis fermer la porte. L'important, en tout cas, c'est de gagner, non? Oui. C'est les 3 points. Ce cas de figure-là, c'est un mini-championnat. Peu importe des fois le contenu, l'essentiel, c'est d'engranger les 3 points. L'important, c'est gagner, franchement. Alors, je crois qu'on est presque à la fin des discussions sur ce premier sujet, puisqu'on a 2 autres sujets. C'est terminé. Une seule question. Aujourd'hui, il reste 4 journées, si j'ai une bonne mémoire. Est-ce qu'avec ces 4 journées, quand on gagne, c'est toujours possible de... Est-ce qu'on peut réfléchir? Le cas du Sili, c'est toujours si, et le Sili est adepte désormais des 3 résultats du football, c'est-à-dire défaite, match nul, victoire. On est toujours en dents de scie. Si on résiste à l'équipe supposée la plus forte du groupe, c'est le cas de la deuxième journée, on est parti prendre l'Algérie à Alger, les Fennecs, 2-1. Et après, on a continué avec des contre-performances, match nul, défaite. Et jusqu'à ces jours-ci, ces jours passés. Vous voyez donc les 4 journées qui restent. Et aujourd'hui, dans le groupe G, l'Algérie s'est détachée. L'Algérie a désormais, si vous voulez, 15 points et a battu hier le Mozambique 5-1. Et automatiquement, le Mozambique est deuxième avec 12 points. Et là, l'Ouganda remonte à la 3e place, là où on était. On rétrograde à la 5e et avant-dernière place.
Vous voyez donc, Avant quelle équipe? les chances sont assez Somalie. minimes. Avant-dernière place, devant seulement la Somalie qui a Devant un la petit Somalie. point et qui a D'accord. pris ce point-là contre nous. D'accord. Donc là, le rêve est brisé, les espoirs s'envolent, s'effritent, voilà, comme des En châteaux de cartes, 2026, Même pas si de on CAN, gagne les quatre- pas les de quatre CAN, pas journées. de Coupe du à Monde. condition que les autres perdent. Ok. Et D'accord. avec des différences de buts assez conséquents. Donc D'accord. en septembre, on C'est doit des commencer cas à de figure. calculer. Si D'accord, tel merci gagne, beaucoup Abdoulaye pour tel cette très autre. belle analyse. C'est un Je crois que plaisir. nous allons continuer bien sûr cette émission ensemble puisque nous sommes là jusqu'aux portes de 13h. Le deuxième ou le troisième sujet, bon, on va le placer comme deuxième sujet, la récurrence du vol ces derniers temps. Vous avez remarqué sur les réseaux sociaux, soit ce sont les femmes ou les hommes qu'on prend en train de voler. oui. Dans les marchés, dans les concessions, dans les boutiques, qu'est-ce qui se passe? Est-ce la pauvreté ou bien est-ce, je ne sais pas, parce que voilà, beaucoup de personnes sont pauvres, mais ils ont quand même cette dignité. Oui. Voilà, ils gardent cette dignité et ils vivent en fonction de ce que le Tout-Puissant Allah leur accorde. Voilà. Mais bon, il y a d'autres, de l'autre côté, il y a certaines aussi personnes qui critiquent la façon de traiter ces voleurs. Comme Ousmane Telli, par exemple, il a fait un long texte avant-hier sur sa page Facebook disant qu'il y a maltraitance des voleurs. Ouais. Avant d'aller sur cet aspect maltraitance, vous avez forcément vos avis à donner, puisque moi je parlais tantôt de pauvreté ou bien fainéantise. Oui, et tous les qualificatifs sont valables pour ces voleurs-là. Et c'est un fait de société aujourd'hui qui prend forme et qui continue à fatiguer les paisibles citoyens. Et là déjà, pour ce cas de figure, ces cas récurrents de vol, il y a ce qu'on appelle le fainéantisme tout simplement. Il y a d'autres qui sont abonnés à ces pratiques-là, de causer du tort à leurs concitoyens, de causer du mal à leurs concitoyens tout simplement. Et ça, c'est devenu leur habitude. Et on dit souvent que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Et voilà, ça reste avec vous et ça vous domine et ça prend l'esprit. Et finalement, vous accréditez cela pour vous, ce que vous faites là. Normalisez, hein. Voilà, ce que vous faites là, c'est bon, c'est normal. Alors que de l'autre côté, vous oubliez que vous faites du tort. Et d'autres même sont consciencieux de leur fait, de ce qu'ils font. Dire que oui, ce que je fais là, c'est mauvais, c'est interdit par les lois et par les religions même. Oui. Vous voyez, donc il faut que d'abord l'État arrive à sévir, puisque la sanction, ça revient à l'État à travers les services compétents. Oui. Et voilà, donc à ce niveau, il faudrait que l'impunité aussi cesse. Oui. Qu'on arrive à sanctionner, à punir ces responsables de ces faits néfastes-là à la hauteur de leur forfaiture. Vous voyez, donc s'il y a plusieurs cas de punition ou de sanction, ça va donner de leçons aux autres. Dire qu'attention, si je fais cela, ce sont les conséquences que je vais en pâtir, c'est ça qui me reviendra comme sanction, et ainsi de suite. Mais après, ça ne voudrait pas dire aussi, bien que ce qu'ils font, ça fait mal. D'autres se font justice sur le coup, se font justice, mais ça ne s'explique pas par cela. C'est pas parce que on t'a fait cela que tu vas te rendre justice. Même si après d'autres diront que oui, par exemple, si je l'amène au commissariat, il y aura des combines et après on va le libérer, il va partir et il va revenir encore faire la même chose à une autre personne. Pour cela, je vais directement régler son compte. Le rendre justice. Régler son compte automatiquement. Donc c'est ça qui pousse certains à agir ou encore à réagir de la sorte. Si ils appréhendent ou ils mettent main sur les auteurs de ces cas de vol-là pour se rendre justice sur le coup. Et c'est pourquoi on assiste à ces cas de maltraitance et voilà, de bastonnade et ainsi de suite. Mais après, derrière, il faudrait que la sanction soit de mise et que ces auteurs-là soient vraiment sanctionnés et punis selon
les lois du pays. D'accord. Merci beaucoup. À côté de cela, à côté des personnes qui se rendent justice, il y a quand même d'autres personnes qui ont préféré passer par la conscientisation. C'est-à-dire, quand tu voles, parce que maintenant, là, beaucoup de commerçants ont compris, même si la boutique est très, très petite, mais ils préfèrent mettre des caméras de surveillance. Donc, par exemple, quand on arrive à détecter une voleuse, il y a certaines personnes qui préfèrent dire « Ah, tu as pris ça », leur retirer simplement ce qu'ils ont volé ou a volé, pardon, et laisser la personne partir. Mais moi, je pense que ça conseille plus que maltraiter. Mais maltraiter aussi, on n'est pas là pour juger les gens. Parce qu'après, il y a les droits de l'homme aussi qu'il faut sauvegarder. Il y a tout ça. Et ça ne s'explique. J'étais en train de dire que ça ne s'explique pas par cela. C'est pas parce qu'on ne punit pas, il y a de l'impunité qu'on va se rendre justice jusqu'à peut-être ôter la vie de son prochain, même si après, ce qui est fait, ce qui a causé cette réaction-là est vraiment condamnable, sanctionnable, mais après, ça ne vaut pas dire que oui, c'est parce à l'autorité de sanctionner. Et voilà, puisque nous sommes régis par la loi et après, nous avons nos autorités qui sont au-dessus de tout ça. D'accord. Alors, comme nous sommes dans le mois de Ramadan, peut-être que si on avait un religieux sur ce plateau, il allait aussi nous éclairer par rapport à ça. Oui, sur le plan religieux. Sur le plan religieux, parce que sur le plan religieux, apparemment, quand on vole, on coupe la main. Voilà, donc, est-ce que c'est ce qui est compliqué ou dur ou te bastonner jusqu'à ce que la charia. Justement, jusqu'à ce que tu prennes conscience de ton acte. En tout cas, l'un dans l'autre, moi, je pense que quand on vole, on doit être puni, qu'on soit puni par la loi ou par la victime. Voilà. Donc, Ousmane Telli, tu as ton avis. On coupe ta main. On est en Guinée, ici, c'est un pays laïque. Donc, pays laïque. Il y a des lois. Non, je ne sais pas trop ce qui se dit dans la Bible, mais je crois que même dans la Bible, le vol est interdit. Oui, le vol est interdit, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans la religion, que ce soit au niveau des lois, donc, que ce la soit laïcité moralement aussi. de la Guinée, bon, je pense que ne s'y est pas, Ousmane Telli. Ton argument ne prête pas à l'actualité. Donne-moi ton avis par rapport voilà, mon avis par rapport au vol qui peut être lié à la pauvreté ou peut-être à la fainéantise. Je crois qu'aujourd'hui, ces deux concepts peuvent s'adapter. Et c'est très complexe de les dissocier. Parce que quand on prend par exemple la pauvreté, nous savons que c'est l'une des causes aussi du vol. Même si ce n'est pas ici des excuses pour voler, pas parce qu'on est pauvre qu'on doit voler, mais quand même c'est l'une des causes qui amène ici surtout des gens qui se trouvent dans une précarité quand même notoire ou dans des quartiers défavorisés parfois. Quand il n'y a pas de source ici, de revenus, quand il n'y a pas de ressources ici auxquelles ils font face, ça les amène automatiquement à faire le choix de voler. D'accord? Donc cela s'explique par... Donc c'est un choix? Oui. D'accord. C'est un choix. Okay. Voilà, il y a l'influence sociale et environnementale aussi. Il y a des gens qui grandissent dans des endroits où, parfois, disons un peu, le vol est légalisé. Vous voyez un peu. Donc, quand ils grandissent dans ce type d'environnement, ils se disent alors, je peux moi aussi me lancer dans le vol pour satisfaire peut-être mes besoins matériels. Donc, ça peut être l'une des causes aussi. Il y a la mauvaise éducation. Parce que souvent, même à la maison, avec nos enfants ou dans la grande famille par exemple, quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, parfois il y a des parents qui ne condamnent pas. Qui ne sanctionnent pas. Qui ne sanctionnent pas, qui disent « Ah, laissez-le, c'est un enfant, laissez-le, c'est un enfant ». Donc quand tu grandis avec l'idée c'est un enfant et que tu peux prendre pour les gens comme pour toi, ça ne veut rien dire. Et quand tu quittes la maison, le voisinage, tu vas commencer à prendre. Et après le voisinage, c'est dans la société. Le dehors est risqué, oui. Voilà, donc c'est aussi l'une des causes ici. Il y a la dépendance aujourd'hui encore à l'alcool ou à la drogue ou aux stupéfiants. Parce qu'il y a des gens aussi, quand ils n'ont pas d'argent pour prendre leur dose, forcément ils vont voler. Et souvent c'est des gens qui passent la journée dans les ghettos, dans les endroits, tu vois un peu, qui sortent pas pour se chercher, voilà, pour travailler. Génératrice de revenus. Voilà, donc dès qu'il y a l'addiction se présente ici, forcément ils vont sortir partout où ils trouvent. C'est pourquoi souvent on assiste, surtout il y a des quartiers où on assiste ici au vol. À la tire, à la sauvette, ici on te vole et puis on court avec. Voilà, donc quand tu vois même la physionomie de la personne qui est en train de te coster pour te voler là, tu le vois seulement, tu sens que lui, il n'est pas normal au fait, il y a cette dépendance ici liée à tout ça. Maintenant, au niveau de la fainéantise, ça s'est dit, je crois que là aussi c'est des gens quand même qui ont des opportunités économiques, c'est des gens quand même ici qui ont des opportunités liées
à tout ce qui peut les aider à avoir de l'argent ou à s'en sortir, mais qui refusent carrément par paresse, par manque d'effort, et qui pensent qu'ils peuvent prendre les biens des autres parce que sans fournir d'efforts, quoi. C'est des gens qui aiment avoir ici des choses sans fournir d'efforts. Et là aussi, forcément, tu vas voler. Parce que ici, si toi tu dis que malgré il y a des opportunités qui se présentent à toi, toi tu n'es pas réussi, mais tu veux vivre dans le luxe. Et on ne peut pas vivre dans le luxe sans faire d'efforts, sans travailler, sans faire une activité. Donc forcer ici, ça va t'amener à faire des choix qui ne sont pas bons, ni pour toi, ni pour la société. Donc ici, la question du vol, je crois qu'aujourd'hui, mérite une réflexion plus approfondie que cela. Maintenant, il y a des pistes de solutions si tu veux, mais ce n'est pas parce que quelqu'un vous a volé un iPhone ou bien une moto ou quelque chose qu'il faut attacher la personne comme si c'était un animal, bastonner la personne ou voire même faire manger la personne ici du piment. Parce que j'ai vu tout ça là sur les réseaux sociaux. Tout ça, moi je pense que tout ça, bon attends, je vais me taire. Voilà, donc ce que j'ai envie de dire là. Ça ne s'explique pas au fait. Parce que créer des problèmes, donc parce que dans notre pays, le vol quand même c'est un délit. Et quand on parle de délit, on fait référence souvent aux cours et tribunaux. Donc quand vous prenez un voleur, quand vous prenez un malfaiteur, qu'est-ce que la loi te dit? Il faut le déposer le plus rapidement que possible dans un commissariat pour le plus celui proche. qui connaît la loi. Moi je pense qu'il y a l'ignorance aussi des victimes. En fait, il y a des personnes qui ne sont pas bien informées de l'existence de ces lois. Est-ce que tu vois, c'est pourquoi il y a un travail de fond qui doit être fait sur le terrain. Parce que si tu sais pas déjà, justement, si tu sais pas, quand je me fais voler, il y a où me plaindre, ou il y a où confier la personne. Il y en a qui savent simplement, je dois l'amener au commissariat le plus proche ou la gendarmerie. Mais bon, il y a certaines personnes aussi qui se disent, c'est peine perdue. Quand j'y vais, on va me dire forcément, justement, paye ci, paye ça, justement. Oui. Maintenant, même s'il y a cette crise de confiance aujourd'hui qui existe entre les citoyens et la justice, mais cela ne pousse pas ici à faire la promotion de la violence. Moi, c'est contre ça, je suis. Parce que si tout le monde se rend justice, ça devient très compliqué. Parce que ça peut partir au-delà du vol. Aujourd'hui, on parle du vol. Et demain, si on parle d'injure, tu m'as insulté, je te prends, je te frappe. Tu m'as insulté, ou bien si je suis armé, je te fais du mal. Vous voyez un peu. En quelque sorte, c'est comme si pas souvent, mais ça existe également. C'est comme en quelque sorte, on est en train de ici s'aimer les graines de la violence. C'est ça, il faut lutter contre le plus rapidement que possible. Si vous êtes victime de vol, si vous arrivez à mettre main sur le malfaiteur, conduisez-lui rapidement à un poste de police ou de gendarmerie et poursuivez le dossier. Et si vous parvenez même à et si vous n'avez pas les moyens de poursuivre le dossier, non, une fois sur place, l'autorité quand même peut vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Si la personne déjà est en possession de ce qu'elle a volé, on peut vous restituer. Moi, je pense que même c'est un sujet, c'est une pratique aujourd'hui à laquelle les acteurs de la société civile doivent s'intéresser. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles les gens n'ont pas d'informations et tout. Donc, si vous êtes activiste, vous avez la possibilité quand même de sensibiliser, de parler du vol, de parler aussi de cette pratique, de se faire de se rendre justice qui gangrène aujourd'hui nos différentes sociétés. Donc il faudrait sensibiliser les gens sur comment gérer cette situation. Parce que quand tu dis à quelqu'un qui a souffert, qui a souffert combien d'années et pour avoir par exemple un téléphone, comme tu as parlé d'iPhone tout à l'heure, on va faire gratuitement la promo de iPhone dans cette émission et tout, et un Barry par exemple, un beau jour vient me prendre mon téléphone là et ne sachant pas comment j'ai fait pour avoir ce téléphone et tout, moi je rentre carrément dans la colère noire. Sur le coup, je réagis comme on le voit sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et tout. Quelle explication, quelle excuse tu peux donner par exemple à cette personne victime qui a cravaché, qui a souffert pour avoir cela. Et l'autre vient l'arracher banalement. Et puis le plus souvent... Mine de rien, à une fraction de seconde. Et puis le plus souvent, ces personnes qui se rendent victimes, tu vas voir que ça leur arrive, ça leur est arrivé une fois, deux fois, trois, et la quatrième fois, ils mettent, même si ce n'est pas la personne là, ils vont déverser qui est la cause, bien sûr, de ces cas de viol, mais toi, tu es devenu sacrifice de... Tu vas être la cobaye. Justement, tu es devenu la cobaye. Merci pour prêter le terme. Alors, oui, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Parce que tu l'as dit. Parce que quand même, nous voulons une société ici plus saine. Nous voulons une société éduquée. Nous voulons une société aujourd'hui. Parce que quand on voit la physionomie même des gens
qu'on publie actuellement sur les réseaux sociaux comme étant des voleurs, c'est les jeunes. La plupart, c'est des jeunes. D'accord? Et Nelson Mandela nous disait que la force d'un État, quand même, c'est de prendre soin de ces personnes les plus vulnérables. Aujourd'hui, on a même des départements ici qui se chargent ici de ces personnes les plus vulnérables. Parce que, quand même, un voleur... Le voleur est vulnérable? Oui, parce que si on prend les causes du vol, si on prend par exemple la pauvreté, c'est une vulnérabilité. La pauvreté n'est pas une fatalité. La plupart des familles pauvres sont plus dignes en fait. La plupart des familles pauvres, elles sont pauvres, mais cette dignité et ces valeurs existent. En fait, la pauvreté n'a rien à voir avec l'éducation. C'est carrément un manque d'éducation, un choix. Oui, parce qu'il y en a qui grandissent dans des familles respectables, respectées. Un beau jour, tu vois ces personnes dans la rue en train de faire des pratiques, par exemple, de prendre, je ne veux pas dire ça, de se mettre dans certaines situations. Mais tu te poses la question, attends, tu es le fils, l'enfant de tel, tu tombes des nues. Oui. En fait, donc, si on prend dans la généralité, c'est compliqué. Mais de façon spécifique, si j'ai mon avis à donner, moi je pense que quand vous prenez quelqu'un, si vous n'arrivez pas à vous contenir, vous retenir, sanctionnez-le doucement. Un peu pour que la personne prenne conscience déjà de son acte. Peut-être si vous pouvez le déposer aux autorités, ça aussi c'est votre choix, mais le brutaliser jusqu'à ce qu'il perde l'âme, parce qu'il y en a même qui se permettent de mettre de l'essence, de le brûler vif et de le brûler comment on appelle, vivant. Et ça, moi je pense que ça dépasse l'imagination humaine. En fait, ça c'est cruel. Ça par contre, je déconseille. Mais si vous savez que quelqu'un vous a appris quelque chose que vous avez cherché des années durant, vous n'avez pas de recours, vous pouvez le sanctionner sans je sais pas comment, le mettre dans un état. On n'est pas là et non plus pour si vous voulez encourager ces gestes-là, mais c'est d'une part aussi conscientiser ceux qui sont auteurs de ces sanctions démesurées. Et voilà, cela, force doit revenir à la loi. Et c'est aux autorités de sévir, et surtout si vous voulez, les services compétents, et qu'il y ait qu'on se débarrasse aussi de cette crise de confiance. Et cela revient aux autorités compétentes de faire en sorte que les citoyens ou encore la population aient confiance en elles. Voilà, en tranchant dans des situations pareilles-là, et surtout sanctionner. S'il n'y a pas de sanctions, s'il y a l'impunité, ça cause d'autres conséquences. Si vous remarquez, c'est le manque de sanctions qui fait que beaucoup de personnes se permettent de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Nous ne sommes pas là, comme tu l'as dit, pour faire la promotion de la violence, puisque la ligne éditoriale carrément de la RTG, c'est pas amener les gens à la révolte, au fait. Donc, on ne va pas aller dans ce sens. Mais vous, voleurs là, Yandi, ayez pitié des gens qui travaillent. C'est vrai. Et surtout, cette période... Et puis, il y en a même qui mettent de l'humour là-dedans. Il y en a même qui mettent de l'humour. L'approche de la fête de Ramadan, l'aide filtre, c'est récurrent, surtout dans les taxis, dans les marchés, pour le téléphone. Dans les marchés. Tu es dans les tricycles, quelqu'un est sur moto, ou encore tu es au téléphone, on te chipe carrément, ou encore ton sac. Voilà, il y en a même qui mettent le l'humour. J'ai lu un message hier sur Facebook. La personne dit qu'on a attrapé un baril dans une famille. Les barils, on a attrapé un souma dans une famille. Ou encore c'est un baldé ou un bar. Justement, on a attrapé un souma et tout. Ben, il dit qu'il avait 250 000 en poche. Donc, quand il est parti pour voler dans la cour des Bangoura, on l'a attrapé. Quand on l'a attrapé, il disait frappez-moi, mais ne me prenez pas mes 250 000. Ça, quand je suis venu avec. Je préfère qu'on le chicote au lieu de prendre ces 250 000. Tu vois un peu, des fois c'est drôle, mais ça fait pitié. Voilà, quelqu'un qui est muni de toutes ses facultés peut se permettre de tomber aussi bas que le vol. Franchement, si vous avez des enfants qui commencent bien sûr à prendre des choses qui ne leur appartiennent pas, sensibilisez-les. Si vous pouvez les corriger, parce qu'on dit que toute chose c'est la base. Quand la base est ratée, on devient irrécupérable. Et quand on est irrécupérable, on devient un mal pour la société. Donc, pour être un bon citoyen, il ne faudrait pas franchement avoir ces comportements qui fatiguent
ou bien qui sèment des problèmes ou des troubles dans la société. Alors, Ousmane Telli, Oui. il y a un autre sujet aussi similaire au vol, mais c'est encore un autre type de, si tu veux... Des vols. Non, pas de vol, mais plutôt de... Je sais pas ce que je... Mais en tout cas, moi, ça m'écoeure de voir à longueur de journée... De comportement. Ça m'écoeure de voir à longueur de journée des personnes qui peuvent travailler, des personnes valides, des femmes qui peuvent faire de petits marchés, qui peuvent faire beaucoup d'activités pour subvenir à leurs besoins, mais préfèrent s'adonner à la mendicité. Alors qui est mendiant? C'est la question qu'on se pose. Même en islam, qui est mendiant? On peut donner l'aumône. Ça, c'est une situation, mais l'autre, à côté de cela, pourquoi se prêter à cette pratique qui devient aujourd'hui récurrente, qui devient aujourd'hui, si tu veux, un mal pour des personnes qui se cherchent? Parce que si tu es sensible, tu ne peux pas avoir quelqu'un qui défile plusieurs personnes, une longue liste de personnes, un fil, je ne sais même pas, une longue liste, ou en tout cas une dizaine de personnes défilent à longueur de journée devant toi pour te dire donne-moi 500, donne-moi 1000 francs, donne-moi 2000. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Et tu vas voir, c'est toute une famille. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le papa, la maman, les enfants. Ah oui. C'est toute une famille qui est là. Et cette précarité sans précédent aujourd'hui qui est récurrente dans les différentes ruelles ou routes de la capitale surtout. Ouais. Il y a une sorte de surpeuplement, il faut le dire ainsi entre guillemets, puisqu'il y a d'autres qui ont quitté l'intérieur pour venir à Conakry. Même leur pays. Et voilà, tout le monde n'est pas habilité à être là dans la capitale, puisque après tout, si tu n'es pas à une activité, tu es obligé à faire de n'importe quoi pour vivre, pour survivre même. Et voyez, donc, pour cet autre cas de fait de société, il faut le dire ainsi, c'est assez récurrent désormais, puisque si nous prenons les personnes à mobilité réduite, il y a toute une cité qui est aménagée pour eux, c'est-à-dire la cité de solidarité À Taouya. Et après, mais est-ce que ce sont toutes ces personnes-là qui logent dans cette cité? Je dirais non. Aujourd'hui, la cité même est surpeuplée. Et vous voyez, il y a toute cette problématique, mais derrière, surtout pendant cette période de pénitence et autres carême, voilà, qui coïncide avec le ramadan et tout, à longueur de journée, ça n'en finit pas. Vous venez au feu, à chaque carrefour, c'est toute une colonie de familles qui est là. Et vous vous posez même la question où je m'en trouve là. Tu te poses assez d'interrogations. Et là aussi, c'est un fait de société aujourd'hui qui revient en principe à l'État encore, puisque le garant de tout ça, c'est l'État. Et c'est l'État qui doit mettre des mécanismes pour réduire en tout cas ce phénomène-là. Et c'est pas parce qu'on est dans la précarité qu'on va démissionner tout de même à ses quitter ses responsabilités face à ses responsabilités, c'est-à-dire Dieu nous a créés, il nous a dotés de membres, les pieds, les mains, membres inférieurs, membres supérieurs, la faculté de réfléchir, c'est-à-dire l'esprit. On est doté de tout. C'est de ne pas être fainéant, c'est de se mettre au travail, parce que rien ne se gagne dans un plateau d'or ou encore dans la facilité. Il faut cravacher dur, parce que la vie, c'est un combat. Il faut lutter. Ceux qui luttent sont eux-là qui gagnent. C'est pas parce qu'on est dans la précarité ou on est dans une famille modeste qu'on va se livrer à ces pratiques-là, puisqu'il y a la dignité aussi qu'il faut voir. C'est pas à dire que oui, les musulmans ou encore les chrétiens, c'est être sociable ou c'est de rendre service à ses concitoyens ou à ses semblables. Mais si vous restez aussi, vous démissionnez, vous ne faites rien, mais ça ne va pas continuer. Vous allez passer toute votre vie dans cette pratique. Vous avez des enfants, vous les mettez au monde, qui va prendre leur santé en charge, leur éducation en charge. Le père de famille même qui se livre à ça alors qu'il est valide, il est bien portant. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller à l'intérieur du pays? Et puis, d'une source très sûre, Abdoulaye, j'ai appris autre chose aussi par rapport à cette situation. Maintenant, là, ils en font un business. C'est-à-dire, moi, je veux m'adonner, en tout cas, je veux faire cette pratique. Toi, Abdoulaye, je te dis, écoute, est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Moi, je fais comme si j'étais
astafoulay, malvoyante. Toi, tu tiens ma canne. Donc, on se suit à longueur de journée. Ce qu'on gagne, le soir, on se partage cela. Ils portent des gaffes noires. Justement, c'est arrivé à un niveau beaucoup plus inquiétant. Justement, ça devient aujourd'hui très très inquiétant parce que quelqu'un qui peut se permettre de... En fait, quand on m'a dit ça, j'ai dit, attends, j'ai fait un lien par rapport à... Il peut voler. Justement, par rapport à un acte que moi-même, une scène que moi-même j'ai vécue, au feu, ici... à Nongo, justement, avant d'aller vers le stade. Justement, la petite, elle est une fille, la dame dit, elle lui m'a trop fait. Tu vois, au feu, wallahi billahi. J'ai dit, je leur ai donc. Elles ont su que j'ai suivi très bien la scène. Après, elles se sont carrément éloignées. Elles sont parties raqueter d'autres personnes. Est-ce que vous voyez cela? Ça peut donner le courage aux gens de donner le mot non. Quand tu suis, en tout cas, cette scène, quand tu assistes à ce genre de choses, en fait, finalement, tu mets tout le monde dans le même panier. Tu dis, mais attends. Les gens là sont pas sérieux. Toi, tu peux pas travailler, gagner 5 000 francs par jour et que dans tes 5 000 là, tu veux prendre 2 000 francs, donner à un parce que moi, ça c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, mais à ciel ouvert, par exemple. C'est de l'arnaque organisée. Justement. Alors, on en parle peut-être pour conseiller, sensibiliser, peut-être pour que chacun prenne sa responsabilité. Sinon, par contre, il y a ces personnes quand même, de catégories de personnes, qu'on doit faire face, c'est-à-dire qu'on assiste. Et ils sont, dès que tu les vois, tu sens, tu es sensible à leur sort. Mais ce n'est pas aussi une fatalité. C'est pas une fatalité, c'est pas parce qu'on est à mobilité réduite qu'on va forcément mendier, se mettre dans certaines pratiques. Il y en a qui sont dans des conditions comme ça, mais qui ne s'adonneront jamais. Pas du tout, ils ne sont pas dans la fatalité, ils prennent leur destin en main et ils foncent quoi. Ils foncent dans la vie et puis ils entreprennent d'autres choses. Monsieur Ousmane Teli, tu as beaucoup écouté. Je sais que tu as beaucoup parlé aussi par rapport à cet autre sujet. Monsieur le sensible. Ce que tu as dit tout à l'heure, ce qu'on appelle exploitation par des réseaux organisés. Parce que même ce que tu dis là, ça même c'est faible par rapport à d'autres pays. Il y a des pays dans la sous-région ici, ils ont ici des écoles coraniques, disons comme ça, mais dès après la lecture du Coran à midi, on déverse tous les enfants dans la rue pour partir mendier et le soir ils reviennent avec le gain et puis le Karamoko avec sa famille. Voilà, sa famille se partage après, on prépare encore pour ici les talibés. Tu vois un peu, donc ça c'est une autre cause de la mendicité. On organise ici un bon réseau et puis on rentre dans la rue et puis on continue à mendier. Mais est-ce que ces parents-là qui amènent leurs enfants à étudier le Coran ne pensent pas envoyer la dépense, par exemple? Est-ce qu'ils n'amènent pas la dépense mensuelle? Parce que s'ils nous amènent la dépense, c'est que les Karamoko là aussi sont en train de faire quelque chose d'illégal. Ça veut dire que c'est des Karamoko qui ne font rien. Justement. Ils sont là, c'est des véritables marabouts. Qui ne bougent pas et voilà, qui sont sur place, qui n'ont aucune activité. Aucune activité. Et leur fond de roulement sont ces talibés-là, ces enfants. Carrément. Donc ça c'est l'une des causes. Il y a encore, parfois il y a le chômage et l'exode aussi. Parce que tout à l'heure tu as dit que ce ne sont pas que les Guinéens maintenant là, qu'on retrouve à Conakry, c'est en train de mendier. Par exemple sur le pont de Madina où c'est pas quelque part même aussi. Même sur le tronçon Bambeto-Kipé. On les retrouve partout. Voilà. Bambeto-Kipé et tronçon Nongo-Koza. Au centre émetteur également. Ce ne sont pas que des Guinéens. Parce que moi, je vois parfois, il y a, même à cause ici, il y a une fille, souvent, moi, quand je passe, qui attrape ma main là. Carrément. Quand je regarde la fille, elle n'est pas guinéenne, au fait, quoi. Elle n'est même pas de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, tu vois un peu, ça, je peux mettre ça sur le coup de l'immigration. Parce que c'est des gens quand même qui émigrent venir par là pour se chercher aussi. Donc ça c'est une autre cause ici de la mendicité. Mais l'un dans l'autre, il a dit tout à l'heure, il y a la cité. Mais il faut multiplier ces cités pour pouvoir ici recaser ces gens et surtout les réinsérer dans la société. Parce que c'est pas toutes ces personnes qui font la mendicité aujourd'hui quand même qui ont des déficits au niveau de la réflexion, au niveau de la mentalité. Il y a des gens qui sont bien formés, qui peuvent pratiquer d'autres métiers. Par exemple, moi j'ai eu
la chance de couvrir pas mal d'activités ici au niveau de la Cité de Solidarité. Mais il y a des gens qui peuvent faire, par exemple, la couture. Il y a des gens qui font ici beaucoup d'autres activités pour s'en sortir. Mais la nuit, ils reviennent, ils restent là. Maintenant, il y a ceux qui ne peuvent pas du tout mener d'activités, qui sortent et puis qui vont pratiquer la mendicité dans les différentes rues. Je crois qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus encore accentuer la question sur la lutte contre la pauvreté. Moi, je mets toujours dans ce sens. Parce que si il y a des familles où la pauvreté est beaucoup plus présente, qui n'arrivent pas à s'en sortir, et il y a un malvoyant au sein de la famille, forcés, ils vont lui dire de sortir, faire la mendicité. Et pendant cette période de Ramadan, c'est leur période de traite quand même. Parce qu'on dit c'est une période de partage, c'est une période de solidarité. Il faut donner aux personnes démunies. Donc eux aussi, c'est pourquoi on observe surtout pendant cette période ici, la pléthore ici dans les différentes rues. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus accentuer la lutte contre la pauvreté, mais aussi créer beaucoup plus de centres de réinsertion pour ces personnes ici qui vivent avec le handicap ou qui font la mendicité. Même au-delà même de cela, il faudrait revoir encore des personnes censées ou habilitées à mendier. Parce que ça aussi, parce que si on dit démultiplier les centres les cités de solidarité, faire des réinsertions, il y a beaucoup. Moi, je pense que ça, c'est une excuse. Donner bien sûr le ton aux personnes qui sont censées travailler pour nourrir leur famille à se prêter à cette activité. Franchement, il faudrait que les autorités revoient ce côté. En fait, c'est pas méchant. Mais en fait, aider quelqu'un, à chaque fois donner du poisson, moi je pense que mieux vaut aider la personne à pêcher. Voilà, moi je pense que c'est trop facile de penser qu'il faut faire ci, faire ça. Non. Avant quand tu reviens un peu en arrière, peut-être 10 ans ou 5 ans avant aujourd'hui, c'est pas les mêmes réalités. Comme ce que je viens de vous expliquer, vous n'êtes pas de la même famille, vous alliez pour racketter les pauvres citoyens. Ouais. Il y en a qui sont très sensibles et ils peuvent même se priver et vous donner. Et vous pensez que vous êtes plus malin. Moi, je pense que c'est méchant. Oui. C'est méchant si vous savez que vous pouvez. Il y a des nourrices aujourd'hui qui préfèrent faire la lessive, qui préfèrent être des femmes de ménage, qui préfèrent faire ci, faire ça pour nourrir leur famille sans se prêter. Mais vous allez voir, leurs conditions sont mieux que ces personnes, ces nourrices qui préfèrent qui préfèrent travailler pour subvenir à leurs besoins. À un moment donné, il faudrait qu'on sensibilise les gens par rapport à cela. Pour qu'on leur dise que la pauvreté n'est pas une fatalité. Aussi de revoir leurs conditions physiques aussi et avant de se prêter à cette pratique. Qu'on réglemente la mendicité, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas de base de données. Si on ne peut pas lutter, mais qu'on réglemente, qu'on arrive à comprendre, qu'on a qui est habilité à mendier. Voilà, qui est habilité à mendier. Qu'on a pris c'est combien de communes, on connaît déjà ça, c'est combien de carrefours déjà les autorités peuvent répertorier. Il y a tout un département. On va interroger un juriste ici qu'on aime mieux. Est-ce que la loi guinéenne autorise la mendicité et autorise à qui doit mendier? Voilà, Donc peut-être qu'il y a des réponses. On va poser, peut-être qu'il y a des spécialistes qui sont en train de nous suivre. Parce que là, nous sommes en train d'en parler vu que c'est une réalité aujourd'hui, ça gangrène, ça prend de l'ampleur. En parler peut-être, mais de façon, si tu veux, professionnelle et de façon détaillée, on peut avoir des réponses à ces questions. Qui est habilité à mendier? Il y a une direction nationale des personnes vulnérables. Je crois qu'aujourd'hui, pour réglementer, c'est très facile. Si on ne peut pas lutter, qu'on réglemente. Parce qu'on connaît, il y a combien de communes à Conakry. On peut répertorier rapidement aussi les points sensibles, les points de regroupement. Donc on peut mettre des fichiers, avoir une base de données peut-être. Parce que dans ce lot de pas distribuer des cartes. Dans ce lot de mendiants, Ousmane Teli Abdoulaye, vous verrez qu'il y a des voleurs même. Ah oui. Voilà. Ce que tu as donné comme exemple. Justement. Là, il est là, il a les lunettes. Il y a des voleurs. Il y en a même, l'on essaye d'attirer ton attention, ou en tout cas pour que tu vois quelque chose pour lui donner, et l'autre essaye de voler, profiter. Donc c'est une bande organisée. Voilà, il y en a même qui sont des criminels. Après c'est pour dire que nous ne sommes pas en sécurité. Alors que nous voyons ils sont mélangés. Justement, voilà, je crois qu'on a... Il faut décanter. Il faut vraiment décanter. Il faut aussi
Parce que ça peut être des sources d'insécurité nationale aussi, parce qu'il y a des pays qui connaissent la rébellion. Il y a parfois aussi des personnes malveillantes, mal intentionnées aussi, qui peuvent dire, bon, elles sont ici dans des conditions peut-être physiques ou dans des conditions vulnérables. Elles se lancent dans la mendicité. Tu vas les trouver dans la rue avec des lunettes, ça et là, mais qui sont en train de, quand même de guetter notre société. Je crois qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, il faut partir vers la réglementation, savoir qui est mendiant, qui doit mendier et où. Surtout, parce que tu ne peux pas te promener dans toute la ville. Si, par exemple, il y en a même qui se permettent de rentrer, qui se permettent carrément d'ouvrir la cour des gens et entrer dedans. Même pas rentrer, il y en a qui se promènent avec les mégaphones là, dans les quartiers. Oui, voilà. Ça même c'est en rupture à Madina maintenant, tellement que c'est prisé. Alors, mes téléspectateurs, on espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes. Merci donc d'être restés avec nous depuis le début de cette émission. Nous avons parlé sport, nous avons parlé mendicité, mais également, quoi même, vol. Vol. Excusez par endroit, s'il y a eu des dérapages, c'est le CFR Ramadan. Quand il est 13h, c'est pas évident, surtout avec les vagues sur ce plateau. Merci à l'équipe technique, merci à la réalisatrice du jour. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Voilà, c'est le dernier numéro avec moi, bien sûr, avant la fête. Par anticipation, nous souhaitons bonne fête de Ramadan à tous les téléspectateurs de cette émission, les mercredis, bien sûr. Voilà, surtout que Dieu nous donne beaucoup de Ramadan dans la santé, mais également dans l'opulence, pour que nous puissions, bien sûr, profiter de ce moment divin qu'est le Ramadan et tout. On s'est repenti, on a eu l'opportunité, bien sûr, de se rapprocher davantage d'Allah. Voilà, donc, comme je le disais, surtout, faites du bien sans rien attendre en retour. Autour de vous, il y a des nécessiteux. Si vous avez beaucoup à manger chez vous, partagez, ne jetez pas. Voilà, donc, parce que nous ne sommes pas égaux. Voilà, c'est une réalité, c'est une évidence. Merci Abdoulaye Diallo d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Merci Ousmane Telibari. Merci à l'équipe technique. On se retrouve la semaine prochaine et quant à demain, vous serez en compagnie de Ismaël Kamara pour cette même émission Zénith sur Coloma. Et tout de suite, vous aurez le journal de 13h avec la rédaction du JT. Au revoir. La nuit des merveilles de Guinée. Sous le patronage de Madame Aya Diawara, journaliste conseillère chargée de mission au ministère du Plan et de la Coopération internationale, l'agence Dessira Contact, en collaboration avec la section culturelle de la RTG et l'UJAKI, organise la Nuit des Merveilles de Guinée, vendredi 4 avril 2025 à 18h à l'hôtel Mariador Palace. Cet événement est une festivité qui vise à valoriser et à viabiliser les activités territoriales du pays. Pour cette première, la commune de Ratoma est à l'honneur. Au programme, présentation des créations des marques Firsi de Madame Fatou Baldé Yansane et Afrique Mania de Kadebari. Artistes invités, Sayon Kamara Taramahe, Kefin Doussou, Mamadou Lelouma, Zebal, Traoré, les percussions de Kouroussa et le groupe Pagbosé. Président d'honneur, M. Ahmed Sekou Traoré, président de la délégation spéciale de la commune de Ratoma. La commune à l'honneur. Présidente d'honneur, Djenedine Kouyaté, PDG Studio Moridieli et Joe's Prod. Parrain, M. Badra Kone, président de la délégation spéciale de la commune de Matam. Marraine, Fatoumata Conté, entrepreneuse, chargée du protocole et de la communication, Al-Bayrak. Invité prestige, Madame Fifi Valdez Camara, Fatcam Élégance Couture. Madame Lopou Mané, entrepreneuse. Madame Fatou Bonata Djeng, PDG de Marquise Glam House. Fatoumata Kourouma, journaliste à la DCI. Monsieur Bangoura Alseni Sekou, président de la Fédération des jeunes leaders de Guinée, FEJLEG. Les présidents des ONG Festiart Ndimba, FADEC de Kouroussa, propice organisatrice du festival de Badiar et Lajirado. Vendredi 4 avril 2025, venez vivre une nuit de rêve avec Dessira Contact, la section culturelle de la RTG et l'UJAKI. Dessira Contact, créer de la valeur ensemble.
Vous avez bénéficié d'une prestation de la radio-télévision guinéenne, la radio rurale et du journal Roya. Ne payez plus directement un quelconque service à un employé de ces médias. Payez désormais exclusivement par virement bancaire ou chèque au nom du média concerné sur les comptes domiciliés au Trésor public. Transparence et bonne gouvernance au cœur de la refondation. Ceci est un message du ministère de l'Information et de la Communication. La RTG, à travers sa division des programmes, vous invite à la production de son Ramadan Show, l'émission qui vous est dédiée après le mois saint de Ramadan pour célébrer le l'Aïd el-Fitr. Fidèles de la Oumma islamique, venez vivre cette ambiance exceptionnelle en direct sur les antennes de la